Chers élèves de la 12e année baccalauréat, bonjour. Je vous retrouve une autre fois dans une nouvelle vidéo. Je vais faire cette fois-ci la correction dans une première partie de l'examen national 2020 pour la branche sciences physiques, la première session. Donc, dans cette partie-là, on va faire la correction de deux exercices, un de propagation des ondes et un plutôt un exercice sur les transformations nucléaires. On commence donc par l'exercice qui est de la propagation des ondes, un exercice qui était sur 3 points. Donc, grand 1, recopier le numéro de la question et écrire parmi les affirmations proposées la lettre qui correspond à la réponse juste. Donc, on vous demande donc de recopier le numéro de la question et choisir la bonne proposition. Donc, 1. Lors de la propagation d'une onde, A. Il y a transport de la matière et il n'y a pas transport de l'énergie. B. Il y a transport de l'énergie et il n'y a pas transport de la matière. C. Il n'y a ni transport de la matière ni transport de l'énergie. Grand D. Il y a transport de la matière et de l'énergie. Donc, on a dit que quand on a la propagation d'une onde, il n'y a pas de matière qui se transporte. C'est pas la matière qui se transporte. Par exemple, pour la propagation d'une onde le long d'une corde, c'est pas la corde, le point de la corde qui se transforme. C'est l'énergie transportée par ces points qui est transportée. C'est l'énergie que donne l'onde à la corde qui se transporte. Donc, la bonne proposition, c'est la proposition B. Il y a transport de l'énergie et il n'y a pas transport de la matière. Donc, B. 2. Une onde est dite transversale si la perturbation se fait dans la même direction que celle de la propagation. B. Elle se propage dans le vide. C. La perturbation se fait perpendiculairement à la direction de la propagation. D. La propagation se fait sans amortissement. Donc, c'est quoi une onde qui est transversale? On a défini deux types d'ondes, une onde transversale et une onde longitudinale. Donc, l'onde transversale, c'est une onde dont la direction de la perturbation, elle est comment? Elle est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc, c'est la réponse C, ou bien la proposition C. Le son, 3. Donc, le son, c'est une onde qui est électromagnétique. Non, il n'est pas électromagnétique. Il est mécanique. Mais, est-ce qu'il est mécanique? B, mécanique transversale, ou bien C, mécanique longitudinale? Longitudinale. Tout d'abord, il ne se propage pas dans le vide, donc D n'est pas juste. Donc, reste, est-ce que c'est B ou c'est C? On a vu donc que le son, c'est une onde qui est comment? Qui est longitudinale. Parce que la direction de propagation est parallèle à la direction de perturbation. Donc, les molécules d'eau qui subissent, comme on l'a vu, des compressions et des dilatations, cette perturbation qui est la compression et la dilatation, elle est comment? Elle se fait dans la direction de propagation. Donc, on a donc la bonne réponse, c'est B. 4. Lors de la diffraction d'une onde, A. Il y a modification de la fréquence. Il y a modification de la longueur d'onde. C. Il y a modification de la célérité. D. Il y a modification, ou plutôt il n'y a pas de modification, ni de la fréquence, ni de la longueur d'onde, ni de la célérité. La célérité, c'est quoi donc? C'est la vitesse. Donc, lors de la diffraction d'une onde, aucune des trois paramètres n'est modifiée. Ni la fréquence, ni la longueur d'onde, ni la célérité. Donc, la bonne réponse, donc, c'est
grand D. Passons maintenant à la dernière question pour la partie 1, plutôt pour la partie 1 de l'exercice 2. Donc, on considère un point M de la surface de l'eau où se propage une onde progressive. Ce point M reprend le même mouvement que celui de la source S avec un retard temporel tau. Bien sûr, tous les points de la surface de l'eau reprennent le mouvement de S avec un certain retard. On note donc un retard temporel, on le note dans ce cas tau pour le point M. La relation entre l'élongation du point M et celle de la source, est-ce que c'est Ym de t égale à Ys de t plus tau, ou bien B, Ym de t égale Ys de t moins 2 tau, ou bien C, Ym de t égale Ys de t plus 2 tau, D, Ym de t égale à Ys de t moins tau. Donc, c'est quoi la bonne réponse, ou bien la bonne proposition? Bien sûr, c'est D. Parce que l'instant où on est, c'est l'instant T. Pour le point M, on est à l'instant T. À l'instant où on est à la source S, c'est avant T. Donc, ça sera donc T moins tau. C'est la bonne réponse. C'est pas T plus tau. Et c'est pas T moins de tau et c'est pas T plus de tau. Donc, c'est la bonne réponse, c'est D. Parce que le point M reprend le mouvement de S avec un retard qui est égal à T, égal à tau. Donc, l'instant de T, où on est à T, c'est T moins tau. C'est-à-dire que le mouvement de point M à un instant T, c'est égal. C'est le mouvement de S à un instant qui est T moins tau. Dans grand T. 2. La partie 2. La pointe S d'un vibreur crée une onde progressive sinusoïdale de fréquence N à la surface libre de l'eau d'une cuve à onde. Donc, on a maintenant une onde qui est créée à la surface de l'eau. Voilà, l'onde criée, ainsi criée, se propage sans amortissement ni réflexion avec une célérité V qui est égale à 0,25 mètres seconde moins 1. Donc, il n'y a pas amortissement. Donc, la perturbation ou bien l'onde, elle est continue, elle ne s'arrête pas. Il n'y a pas réflexion, donc il se fait seulement dans un seul sens, c'est-à-dire de la source S vers toutes les directions de la surface de l'eau. Et la vitesse, donc, avec laquelle se propage cette onde, c'est 0,25 mètres fois seconde moins 1. Donc, la figure ci-contre, voilà la figure, et reproduit donc l'aspect de la surface de l'eau à un instant T1. Donc, à un instant T1, voilà l'aspect qu'a donc la surface de l'eau. Donc, les lignes circulaires représentées ici, elles représentent donc les crêtes. C'est quoi donc les crêtes? Bien, c'est quoi une crête? C'est une ligne, c'est l'ensemble du point qui appartient à une ligne, tels que ces points-là, est-ce qu'ils sont montés ou est-ce qu'ils sont descendus? Donc, ce sont des points qui sont montés avec l'arrivée de l'onde. On les appelle des crêtes. Les autres points qui sont descendus, on les appelle comment? On les appelle des creux. Donc, 1. En exploitant la figure ci-contre, déterminer la longueur d'onde lambda. Ah, bon, voilà. Comment est-ce qu'on détermine donc la longueur d'onde dans le cas d'une onde progressive à la surface de l'eau? Pour déterminer la longueur d'onde, donc la longueur d'onde lambda, on a dit, c'est la distance séparant deux points qui sont comment? Ils ont le même état de perturbation. On a dit que les points appartenant à une crête, ils sont montés. Donc, tous les points qui appartenant, donc,
qui appartiennent donc aux lignes circulaires, ils sont donc, ils ont le même mouvement. Donc la distance lambda, c'est la distance qui sépare deux crêtes, si on veut dire, donc deux crêtes successives. Par exemple ici, donc pour ce cercle-là et pour ce cercle-là, donc cette distance-là qui sépare les deux crêtes, c'est lambda. Ici, on nous donne quoi? On nous donne donc la distance entre trois crêtes successives. Donc la distance entre trois crêtes successives, et ça sera donc quoi? Ça sera donc 2 fois lambda. Donc on a ici 1 cm est égal à 2 fois lambda. Donc voilà pour la question 1. Pour la longueur d'onde, donc, c'est la distance entre deux crêtes successives. Donc lambda, c'est 1 sur 2, puisqu'on a donné, comme on l'a dit, la distance entre trois crêtes successives. Donc lambda, ce sera donc 1 sur 2, c'est 0,5 cm. Question 2. Trouvez la fréquence n de la longueur d'onde. Donc, c'est quoi la fréquence n? Ou bien, c'est quoi la relation qui permet de donner la fréquence n? On sait que la vitesse v, c'est égal à lambda fois n. Par définition. Donc, la fréquence de l'onde, on a v égale lambda fois n. Donc, n, c'est quoi? C'est v sur lambda. On fait l'application numérique. Donc, n, c'est 0,25. Donc, la vitesse qu'on nous a donnée. Sur lambda qui est 0,5 cm, il faut donc convertir en 10-2 parce qu'on a ici mètre fois seconde moins 1. Et on va donc calculer pour trouver donc n, la fréquence n, c'est égal donc à 50 Hz. Donc la fréquence de l'onde, c'est 50 Hz. Troisième question, on considère un point M de la surface de l'eau situé à une distance d égale à 5 cm de la source S. Donc, on va considérer un point qui est situé donc à une distance qui est égale à 5 cm de la source S. Donc, on voit ici, donc on a 1, 2, 3, 4. Donc il n'aura pas, le point M ne va pas figurer sur donc le schéma ou bien la figure donnée. Donc, calculer le retard temporel taux du mouvement de M par rapport à celui de la source S. On demande donc de calculer le retard temporel du mouvement de M par rapport à celui de la source S. Sachant que la distance qui sépare donc S et M, c'est D. Et on a donc la vitesse. Donc, par définition aussi, la définition du retard temporel taux de M par rapport à la source S, c'est taux donc, c'est égal à Sm sur V. Donc, Sm sur V, donc c'est D sur V. On remplace donc D par 5, 10-2, plutôt 5 cm qu'on convertit en 10-2, sur la vitesse 0,25 et on trouve donc taux, c'est 0,2 secondes. Donc voilà pour la propagation des ondes. On passe maintenant à l'exercice consacré aux transformations nucléaires. Donc, exercice 3 sur 2,5 points. Donc, la désintégration du polonium-210. Donc, le polonium, c'est un métal radioactif rare découvert en 1898 par Pierre Curie. Ce métal de symbole PO et de numéro atomique 84 est radioactif. Le polonium-210 est le seul isotope que l'on trouve dans la nature. La désintégration d'un noyau de polonium-210 produit un noyau de plomb PbAZ avec émission d'une particule alpha. On a dit la particule alpha, c'est le noyau d'hélium 4. Les données,
la demi-vie du polonium-210, c'était un demi est égal à 138 jours. Une unité de masse atomique, c'est 931,4 MeV par C au carré, par définition. Et on a une unité de masse atomique, c'est 1,66 10-27 kg. Question 1. Écrire l'équation de la désintégration du polonium-210 en déterminant A et Z. Déjà, on nous aide en nous donnant ici le type d'émission, c'est l'émission alpha. Donc, l'équation de la désintégration du polonium-210, c'est polonium-210-84 donne le plomb AZ plus HE4,2. Donc, on doit déterminer A et Z. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer quoi? Les lois d'Osodi. Que disent les lois d'Osodi? Il y a conservation de la masse et de la charge. Conservation de la masse, donc la somme du nombre de masses des réactifs est égale à la somme du nombre de masses des produits. Donc, il y a ici A, c'est 210 pour le polonium. C'est égal à donc A plus 4. Donc, on va donc trouver A pour le plomb, c'est 206. La conservation de la charge, donc le nombre de charges, donc des réactifs est égal au nombre de charges des produits. Donc 84, c'est Z plus 2. Donc Z égale à 82. Donc voilà, on a trouvé donc le nombre de masses et le nombre de protons pour l'hélium, plutôt pour le plomb. Donc l'équation demandée s'écrit donc sous cette forme-là. Le polonium 210,84 donne le plomb 206,82 plus l'hélium 4,2. Donc une équation du type, une réaction du type alpha. Question 2.1, plutôt 2 avant de passer à 2.1. À l'aide du diagramme d'énergie représenté ci-contre, voilà le diagramme d'énergie pour la désintégration du polonium 210. Donc voilà l'énergie initiale pour le polonium. Il va donc gagner une énergie qui est son énergie de liaison pour être dissocié en ces nucléons. Donc on a donc 84 protons et on a 210 moins 84, c'est 126 neutrons. Ces nucléons vont donc être réunis d'une autre façon. Donc ils vont perdre l'énergie de liaison de plomb et de l'hélium pour donner donc ces deux noyaux, la plomb et l'hélium. Donc, la question qu'on nous demande, de 1, calculer l'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau du polonium. Donc, l'énergie libérée, ce sera donc quoi? C'est l'énergie donc des produits moins l'énergie du réactif. C'est une énergie qui est négative. Elle est donnée, elle est toujours négative, elle est donnée au système extérieur. Donc, E libéré, donc c'est 1,955 318 fois 10 à la puissance 5 moins 1,955 372 fois 10 à la puissance 5. Donc, c'est une énergie négative, mais on va la prendre en valeur absolue. Donc, on la prend toujours en valeur absolue. Donc, E libéré, c'est la valeur absolue de delta E. Donc, c'est 1,955 372 fois 10 à la puissance 5 moins 1,955 318 fois 10 à la puissance 5, ce qui implique donc que E libéré, c'est 5,4 mégaélectronvolts. Voilà donc l'énergie libérée lors de cette désintégration.
question 2.2, on nous demande toujours donc de calculer le défaut de masse delta M du noyau de polonium 210 exprimé en kilogrammes. Donc c'est quoi donc le delta M par définition? C'est l'énergie de liaison du noyau divisé par C au carré, c'est-à-dire la vitesse de la lumière qui est égale à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Et c'est quoi l'énergie de liaison pour le polonium? Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'énergie qu'on lui donne pour qu'il se dissocie en synucléon. Donc c'est cette énergie-là. Donc c'est cette énergie moins celle-là sur C au carré. Donc c'est 1,971 820 fois 10 à la puissance 5 moins 1,955 372 fois 10 à la puissance 5. Voilà, on le remplace ici donc sur C au carré et on trouve donc cette énergie, ou plutôt ce défaut de masse, parce qu'on cherche le défaut de masse, donc c'est 1644,8 mégaélectronvolts fois C moins 2. Nous, on nous demande ici, donc pour delta M, on nous demande de l'exprimer en kilogrammes. Donc, on va tout d'abord l'exprimer en unité de masse atomique. Pour cela, on va la diviser par 931,5 et on trouve donc 1,666 U, c'est-à-dire unité de masse atomique. Et comme une unité de masse atomique, c'est 1,66 10 à la puissance moins 27 kg, on va donc multiplier cette quantité par 1,66 10 à la puissance moins 27. Et on trouve donc delta M en kilogrammes, c'est 2,93 10 à la puissance moins 27 kg. Maintenant, troisièmement, calculer en seconde moins 1 la constante radioactive lambda du polonium 210. Par définition, lambda, la constante radioactive, c'est le logarithme népérien de 2 divisé par le temps de demi-réaction. Donc, ce sont des définitions qu'il faut connaître par cœur. Donc, la constante radioactive est donnée par la relation lambda est égal à ln de 2 sur T1 demi. T1 demi, donc, c'est 138 jours. Donc lambda, ça sera donc logarithme de 2 sur 138 qu'on va convertir en secondes. On va multiplier par 24, puis par 60, puis par 60 pour trouver la valeur en secondes. Et donc, voilà ce qu'on trouve. Donc, on trouve lambda, c'est 5,81 fois 10 à la puissance moins 8 secondes moins 1. Quatrième donc et dernière question. Un échantillon de noyau de polonium 210 a une activité A0 est égale à 3,5 10 à la puissance 11 becquerel à un instant de date t égale à 0. Donc, à un instant de date t égale à 0, cette activité, donc, c'est 3,5 10 à la puissance 11 becquerel. Déterminer en jour l'instant de date T1 où l'activité de cet échantillon et A1 est égal à 3,7 10 à la puissance 4 becquerel. On fait ce qu'on fait ici à un instant de date T1. C'est comme si on nous demande de chercher donc l'âge de cet échantillon. Donc on cherche maintenant, ce qu'on fait maintenant, c'est chercher l'âge de l'échantillon du noyau de polonium 210 si on est à la date T1. Donc, qu'est-ce qu'on a? On sait que A1,
l'activité à un instant T quelconque. Et on a ici T1 puisqu'on a T1. Donc A1, ça sera donc quoi? A0 exponentielle moins lambda fois T1. C'est la loi de décroissance radioactive pour les activités. Donc, cela implique donc quoi? Que A1 sur A0, c'est exponentielle moins lambda T1. Implique donc, en introduisant la fonction logarithme népérien, donc c'est ln de A1 sur A0, c'est ln de exponentielle moins lambda T1. Et ln de exponentielle de x, c'est x, donc c'est égal à donc quoi? C'est moins lambda T1. Ce qui implique donc que ln soit donc en multipliant par moins 1, ici et ici, des deux côtés. Donc on aura ici moins le logarithme de A1, moins ln de A1 sur A0. C'est comme si on a moins ln de x sur y. Or, on a moins ln de x sur y, c'est ln de y sur x. Donc ça va donner ici donc ln de A0 sur A1, c'est égal à quoi? À lambda fois T1, puisqu'ici, moins avec moins, ça va donner plus. Donc finalement, on va trouver donc le temps ou la date T1 cherchée, qui est l'âge de cet échantillon, si on est à cet instant T1 par exemple. Donc T1, c'est ln de A0 sur A1 sur lambda. On va donc remplacer bien sûr ici les différentes valeurs. Donc A0 par cette valeur-là, 3,5 10 à la puissance 11 becquerel, et A1 par 3,7 10 à la puissance 4 becquerel, et lambda par la valeur trouvée à la question 3. Et on va trouver donc T1 en secondes, c'est 2,77 fois 10 à la puissance 8 secondes. Pour la convertir donc en année, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc diviser tout d'abord, puisqu'on est en seconde, on va passer donc du seconde à l'année. Comment est-ce qu'on va faire? C'est le contraire de ce qu'on a fait ici. Ici, on a seulement le jour. Donc, on va ajouter un terme qui est 365. Donc, on va prendre cette valeur, on va la diviser par 365 fois 24 fois 3600 pour trouver donc cette valeur en année. Et donc, ça va donc donner 8,78 ans. C'est à peu près 9 ans. Et pour la trouver en jours, puisqu'on nous demande dans la question de donner cette valeur en jours, on va diviser ça, plutôt on va multiplier ça par 365 jours, puisque une année contient 365 jours. Donc, pour ce qui est de ce calcul-là, c'est simple, donc, voilà. Et on trouve donc la valeur de T1, 3197,9 jours. Voilà donc pour ces deux questions de l'examen national 2020 pour la branche sciences physiques, première session. Et prochainement, si Dieu le veut bien, je vais terminer avec vous la suite de la correction de cet examen. Et à très bientôt.